une certaine volonté de démarcation par rapport à ce modèle. Et donc on voit cette tension entre les deux tendances qui se manifestent dans la mise en place de la décentralisation. Alors, il y a un véritable effort textuel qui existe en matière de décentralisation. Plusieurs normes décentralisatrices ont été adoptées depuis plusieurs années. On parle même presque d'une exaltation des normes décentralisatrices, parce qu'il y a vraiment des tonnes de normes qui existent. La question est de savoir si l'adoption des normes sur le plan constitutionnel, sur le plan législatif et sur le plan réglementaire permettent l'émergence ou l'instauration d'une vraie décentralisation, d'une réforme de l'État au niveau local. Alors, sur le plan normatif, d'abord nous avons une constitution. Alors déjà, le Congo a eu adopté sa première constitution en 1971, c'est-à-dire une année juste après les indépendances. Et déjà dans cette constitution, on avait déjà un titre entier qui était consacré à la décentralisation. Puis il y a toujours eu une constitutionnalisation continue des normes décentralisatrices jusqu'en 2015, donc c'est l'actuelle constitution, qui fait quelque chose d'assez, pour le Congo, inédit, puisqu'on a 3 articles dans cette constitution de 2015, les articles 209, 210 et 211, qui posent 3 principes fondamentaux du droit de la décentralisation, c'est-à-dire la libre administration des collectivités, 209, la répartition des compétences, 210, et puis la tutelle, 211. À la suite de ça, un cadre législatif a été adopté avec plusieurs lois, une quinzaine de lois, régime financier, libre administration, tutelle, fonction publique territoriale, adopté en 2003, et un cadre législatif conséquent qui organise tout ça. Alors, ces nombreuses normes décentralisatrices peuvent conduire à peuvent entraîner des situations assez ubuesques, puisqu'il arrive, par exemple, qu'on assiste presque à un affrontement, ce qu'on aurait pu appeler un syncrétisme juridique, des normes qui s'affrontent, c'est-à-dire des normes, par exemple, constitutionnelles, qui viennent en fait annihiler la portée des normes législatives ou vice-versa. C'est par exemple le cas, de l'article, donc je disais l'article 209 qui pose le principe de la libre administration et qui, dans l'article 210 qui pose le principe de la répartition des compétences entre les collectivités locales et l'État et qui dresse une liste des compétences, clause générale de compétences, qui reviennent aux collectivités locales. Et puis plus tard, plus loin, dans la loi, vous avez une disposition qui pose le principe de subsidiarité en disant que finalement les collectivités agissent à l'échelon qu'ils peuvent et le reste relevant de l'État. Alors donc, si on a une disposition de la Constitution qui dresse une liste des compétences et une loi qui vient dire finalement c'est la subsidiarité qui s'applique, on ne sait pas trop où l'on se situe. À côté de ça, on a une pratique qui est une pratique foncièrement centralisatrice. Une pratique qui est foncièrement centralisatrice. Au niveau de cette pratique foncièrement centralisatrice, il y a d'abord ce que l'on peut qualifier de résistance étatique. On a évoqué ici un peu pour le cas de la France. Au Congo, c'est encore plus prégnant. D'abord, on a un premier point qui est important, c'est qu'on a une gouvernance réglementaire qui est complètement déstabilisante pour la décentralisation. C'est-à-dire que l'on va adopter un certain nombre d'actes administratifs, arrêtés, circulaires, réglementaires, qui, souvent, ont tendance à venir contraindre ou cantonner les autorités locales. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple récent, il y a un arrêté qui a été adopté récemment, donc en janvier 2023. Il y a eu, le Congo est en accord avec le FMI, ce qu'on appelle les facilités élargies au crédit. Et le FMI a exigé au Congo, qu'on va accepter évidemment dans le cadre de l'accord, l'augmentation des prix de carburant, puisque les carburants sont subventionnés par l'État congolais. Donc le FMI a demandé une augmentation du prix du carburant qui devrait passer une augmentation de 30%. Alors, l'État ne voulait pas, pendant 3-4 ans, procéder à cette augmentation, puis finalement, ils ont accepté d'augmenter. Alors, quand ils ont augmenté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repercuté cette charge sur les recettes, les ressources des collectivités locales. C'est-à-dire qu'il y a deux taxes qui sont des taxes, un impôt et une taxe qui contribuent
à 30-35% des recettes des collectivités, c'est la patente et la taxe de roulage. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'État en décidant d'augmenter le prix du carburant? L'État a décidé de rendre gratuit la taxe de roulage et la patente, c'est-à-dire deux impositions qui contribuent à peu près 15-25% des ressources des collectivités locales. Alors, tout ceci, contrairement à la Constitution, qui dans l'article 9 dit clairement qu'on ne peut pas imputer les dépenses de souveraineté de l'État sur les ressources des collectivités locales. Et donc, on a comme ça une série de décisions, d'actes réglementaires qui viennent remettre en cause à la fois l'autonomie financière des collectivités, mais aussi le principe de libre administration. Ensuite, il y a un second point qui est important, c'est la place du juge. La place du juge. On parle d'inertie juridictionnelle. Les collectivités locales qui sont souvent en difficulté face à l'État n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'il n'existe pas véritablement un juge compétent, déterminé pour éventuellement résoudre les conflits à la fois de compétences, mais même simplement des conflits de légalité qui pourraient y avoir entre les collectivités locales et l'État. Enfin, un autre point important, c'est ce que nous on qualifie de résistance culturelle et sociologique. Alors, d'abord, il y a au Congo un premier point qui est fondamental, c'est qu'il y a eu une prégnance d'une culture juridique centralisatrice. C'est sans doute le fruit de l'histoire. Le Congo est resté un pays longtemps organisé de façon centralisée, avec un État fort, c'est encore le cas aujourd'hui, enfin un État fort, pas relativement fort. Et c'est sans doute l'histoire de la colonisation, le modèle français, mais aussi les années révolutionnaires avec l'influence russe de l'URSS, puisque le Congo est à un moment donné un pays, disons, sous le giron soviétique. Et donc ces années de centralisation ne peuvent pas disparaître parce que quelques lois décentralisatrices ont été adoptées. Il arrive que le préfet, par exemple, décide, par exemple, le préfet peut faire des injonctions au président d'un exécutif local, sans que ça ne relève qui que ce soit, sans que ça ne relève de quoi que ce soit. Et le président, évidemment, de l'exécutif local va s'y plier sans difficulté, pensant dans l'imaginaire collectif que le préfet, c'est le chef de tout le monde dans le département. Ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Il arrive qu'un commissaire de police, sans toute forme de procès, mette aux arrêts un élu local, pensant qu'il est supérieur, c'est le supérieur hiérarchique de l'élu local. Donc il y a eu des années de culture centralisatrice, c'est-à-dire culture autoritaire, constitue un véritable obstacle à l'installation d'une vraie décentralisation, et même déjà dans les esprits. Ensuite, il y a aussi un problème qui est posé, c'est celui d'une forme de mimétisme. Au Congo, on a deux niveaux, deux échelons territoriaux, deux échelons locaux, c'est la commune et le département. Commune et département, ça vous rappelle sans doute la France. Alors, la commune et le département, au Congo, n'ont pas véritablement d'existence sociologique. Il s'agit d'un pays, les pays africains sont souvent des pays ethniquement diversifiés, ce qui explique qu'à l'échelon départemental, déjà, vous retrouvez plusieurs ethnies. Et donc, lorsque l'on fait du département une collectivité locale, il est difficile pour les populations de se retrouver au niveau de cet échelon-là. L'échelon de base, le principal échelon sociologiquement adapté aux réalités africaines, c'est le village. C'est le village. Alors, les gens, ils se reconnaissent tous. D'ailleurs, ils disent tous, moi je suis de tel village. Jamais je suis de tel département, je suis de tel. Lorsque vous les amenez au niveau du département, c'est plusieurs populations sociologiquement diverses que vous ramenez autour du département. Et donc, ça crée une inadéquation entre une organisation administrative et une réalité ethnique, une réalité endogène. Et donc, ça constitue aussi un véritable obstacle à l'installation d'une décentralisation comme on le souhaiterait. Voilà en quelques mots ce que... Merci beaucoup.